Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co dédiée aux plateformes de streaming et aux séries qui sortent dessus. Et voilà, on va parler un peu de politique aujourd'hui. Je sais, c'est pas original, on ne parle que de ça depuis un mois, autour de la table, chez nous, au café, à la télé. Mais bon, que voulez-vous, c'est le sujet du moment. Il faut dire qu'on vit une période politique un peu compliquée en France, assez inédite pour le moins. Et ça m'a donné envie de voir comment les séries nous parlent de politique. Comment, au-delà de ce que nous on vit aujourd'hui, à savoir une poussée d'extrême droite, une dissolution de l'Assemblée nationale très rare et des législatives express, comment ce médium, les séries qu'on aime tant, nous montrent la politique, avec quel type de personnages, comment elles en parlent. Il y a de quoi dire. Et heureusement pour ça, j'ai deux super invités, parce que tout seul, je ne l'aurais pas fait. D'abord, Margot Barallon. Salut Margot. Salut. Journaliste indépendante, visage de l'émission maintenant. À la fin de la saison, on te lit toujours dans le magazine 3 couleurs. Toujours. Ça n'a pas changé, ça se passe toujours très bien, et tant mieux. Et un deuxième invité qui, lui, n'est jamais venu dans l'émission, c'est une première, je suis ravi de l'accueillir, c'est Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour Thibaut. Bonjour Clément. Alors Thibaut, prof de philo, c'est ça ? Oui, alors prof de philo et aujourd'hui chercheur à l'université Panthéon-Sorbonne dans un groupe de recherche qui fait de la philosophie des séries télé. Donc c'est vraiment un groupe formidable. Un groupe démo-série, c'est ça ? Voilà, le groupe démo-série qui est un groupe de recherche avec des sociologues, des philosophes, des politistes, spécialistes de sciences politiques. Et justement, l'objet de ce groupe de recherche, c'est d'essayer de penser l'impact moral et politique des séries télé. Mais il était temps qu'on s'intéresse aux séries comme objet d'étude. Enfin, après les films qui sont étudiés depuis des années, ça y est, les séries ont leur lettre de noblesse dans une des plus grandes universités de France, et c'est tant mieux. Merci à tous les deux d'être là. On va donc attaquer notre débat, pas politique, mais série, un peu les deux. C'est le débat de la semaine. Bon, les séries politiques, il y en a plein, on va en citer quelques-unes quand même, des classiques à la Maison Blanche, House of Cards, VIP, Show Me a Hero, Surécoute, voire même Game of Thrones, une certaine extension, on peut la mettre dans le lot. Voilà, les séries américaines sur la politique, il y en a des masses. En France aussi, on n'est pas trop mal, c'est un sujet qu'on aime bien traiter, les hommes de l'ombre, Marseille, Baron Noir évidemment, Parlement aussi récemment, et puis les autres séries, les autres pays aussi en ont, Borgen évidemment, Years and Years au Royaume-Uni. Il y a énormément de séries qui parlent de politique, qui nous montrent ça. Pour lancer ce débat, d'après vous, c'est quoi une bonne série politique ? C'est quoi les ingrédients d'une bonne série politique ? Qui veut ? Margot, allez. Allez, je me lance. Pour moi, il y en a deux. Le premier, c'est d'abord de savoir parler du monde et des hommes. C'est-à-dire qu'il faut être capable, comme dans toute bonne série, de nous attacher à des personnages, donc d'avoir vraiment de l'intime, quelque part. Et forcément, si on fait une série politique, on est obligé de les inscrire dans un monde, qu'il soit très réel, un peu dystopique ou carrément fantaisiste, comme c'est le cas de Game of Thrones ou son préquel House of the Dragon. Mais en tout cas, un monde qui nous parle finalement de société, de comment faire société, ou pas d'ailleurs, et qui parle des grands enjeux. Donc ça, c'est pour moi le premier critère. Et le deuxième, il paraît un peu bête à dire, mais pour moi, ce qui fait vraiment une bonne série politique, c'est aimer la politique. Et c'est pas le cas de toutes les séries politiques. Pour moi, ce qui distingue vraiment les grandes, les bonnes, c'est qu'il y a quelque chose où on n'est pas seulement dans la description d'un monde affreux, vil, de coups bas, de magouilles, ce qui apparaît beaucoup, et c'est un peu normal, on en reparlera. Mais il y a un moment où il faut quand même aimer ça. Il faut quand même qu'il y ait un enjeu autre que simplement planter des coups de poignard, parce que la politique, c'est quand même ce qui change la vie des gens, ou ce qui est censé le faire. Et je trouve ça trop cynique, en tout cas pour moi, de faire une série extrêmement noire. Et j'ai un exemple en tête qui est vraiment celui de House of Cards, qui est une série qui a plein de qualités, notamment sa première saison, mais qui pour moi après vire à la caricature, dans le sens où ça n'est que ça n'est que la politique qui sale va et dégueulasse. Très loin avec des meurtres et autres. Voilà, exactement. Et en fait, on ne comprend même plus pourquoi les gens font de la politique dedans. Thibaut, d'accord avec ça ? C'est ça une bonne série politique ? Oui, tout à fait d'accord. En fait, d'une formule, j'ai envie de dire une bonne série politique, c'est d'abord une bonne série. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que les personnages, quand bien même ils sont candidats à la présidence, ministres, députés, etc., il faut que ce soit d'abord des bons personnages de série. Donc il faut, oui, que ce soit une bonne série, et je suis tout aussi d'accord avec le deuxième point, c'est-à-dire il faut que ce soit une série qui aime la politique, ou en tout cas qui ait le souci d'en révéler, d'en dire quelque chose. On imaginerait mal une série romantique, par exemple, qui serait désespérée quant aux relations affectives entre les hommes et les femmes, ou entre les hommes et les hommes, ou entre ce que vous voulez. Et donc, effectivement, il y a une forme d'empathie pour le sujet.
Et puis, je crois je rajouterais peut-être une troisième chose, qui est que, en fait, la politique aujourd'hui, c'est un spectacle. Voilà, c'est-à-dire que c'est un spectacle et dans les chaînes d'infos continues, aux journaux télévisés, on voit de la politique. C'est déjà un univers qui est extrêmement bien représenté et documenté. En plus, surtout dans cette période qui est la nôtre aujourd'hui, où ça fait vraiment peut-être 50 ou 60 ou 80% du contenu de l'information. Les hommes politiques, on les connaît, les hommes et les femmes politiques, on les connaît, on les entend, ils prennent la Tous les parole, jours, on il y les a des voit, ouais. débats, il y a des etc. Donc tout ça est mis en scène. Je crois qu'une bonne série politique, c'est une série qui va nous faire entrer dans les coulisses de ce spectacle et qui va montrer justement la différence entre la dimension spectacle et la dimension opérationnelle, la pratique réelle de la politique. Et justement, vous l'avez un peu, si je fusionne un peu vos deux argumentaires, ces coulisses aujourd'hui, elles sont très cyniques quand même. Il y a quand même beaucoup de séries qui prennent le parti pris de nous dire bah, la politique, faut la montrer via des manipulateurs. Évidemment, on a cité House of Cards, qui est peut-être la série qui l'a le mieux fait dans ce style-là. Il y a aussi eu Baron Noir, qui était quand même un personnage un peu manipulateur. Les Hommes de l'ombre, Marseille en France. En tout cas, j'en ai cité beaucoup d'exemples français. Peut-être que nous, on est peut-être plus enclin à faire dans le cynisme. Est-ce que c'est obligatoire aujourd'hui de dire que la politique, dans les séries, faut des personnages cyniques, sombres, des gens horribles, quoi, non? On est obligé d'arriver jusque-là? Moi, je pense qu'il y en a dans la vraie vie en politique. Non, mais après, il y a évidemment un enjeu narratif, dramatique qui saute aux yeux. On a besoin que, enfin, je veux dire, si tout le monde est sympathique et s'entend bien, remarquez que si on prend des séries scandinaves, on reparlera de Borgen. On peut s'apercevoir que le débat un peu apaisé fait quand même des bonnes séries. Mais si, il y a de la manipulation même dans Borgen. Il faut faire avancer l'histoire. On a besoin de rebondissements. Oui, je pense qu'il faut que de la tension entre les personnages. Ça, c'est la recette bonne série, en fait. C'est-à-dire qu'il faut effectivement de la tension entre les personnages, il faut des opposants, il faut des manipulations. Mais ce qui est très intéressant, c'est que de l'autre côté, du coup, pour tendre cette tension, on a aussi des personnages qui sont portés par des convictions, par des idéaux. Le président Bartlett dans The West Wing, à la Maison-Blanche, est un président qui, bien sûr, a de temps en temps recours à des manœuvres politiques. Mais c'est quand même, pendant cette saison, le portrait d'un président qui est animé par des convictions, par des valeurs morales, par le vrai service de son pays. Et c'est quand même un spectacle assez extraordinaire qui est donné. En plus, à l'époque, les saisons, elles faisaient quoi, 22 épisodes, hein, donc à la Maison-Blanche, vous pouvez y aller. Hein, Oui. C'est-à-dire qu'il y a de la matière. C'est quand même assez dingue d'avoir aussi ces personnages-là. Certains diront idéalistes, mais qui permettent aussi de projeter une sorte de modèle aussi de ce que pourrait être un homme politique qui, justement, ne serait pas dans une pratique politicienne de la politique, mais dans le souci d'un idéal politique. Margot disait changer la vie, changer, se mettre au service aussi de son peuple. On peut Oui, exagérer les bons traits de caractère aussi. Oui, mais moi, c'est ce qui m'avait frappé dans la saison 3 de Baron Noir, qui est selon moi la meilleure de cette série. C'est que vraiment, il y a plein de personnages affreux, y compris le héros joué par Cadmerade qui passe son temps à bidouiller des choses. Mais vraiment, dans la saison 3 notamment, il y a quelque part c'est tarte à la crème de dire ça, mais vraiment une déclaration d'amour à ces hommes et ces femmes qui, quand même, passent beaucoup de temps, tellement d'énergie. Et d'ailleurs, beaucoup de séries politiques montrent les sacrifices que ça implique sur une vie personnelle, à essayer de se battre. Et la fin, notamment de la saison 3 de Baron Noir, pour moi, le personnage d'Amélie Doran-2 incarne ça aussi. Il y a quand même un sens du sacrifice aussi, et effectivement des valeurs. Et je pense qu'à la Maison-Blanche, au niveau des valeurs et des convictions, est sûrement le meilleur exemple. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si cette série elle a aussi bercé des générations de politiques démocrates aux États-Unis. On l'a dit, il y a le besoin de faire une bonne série avant de faire une bonne série politique, donc d'avoir un récit quand même des personnages qu'on a envie de suivre ou qu'on a envie de détester par ailleurs. Est-ce que c'est pas dangereux quand même dans le cas spécifique de la politique d'exagérer ces traits-là, de mettre encore plus en avant des traits qui existent, on l'a dit, chez beaucoup d'hommes politiques ou de femmes politiques, de manipulation, parfois d'illégalité, etc. Est-ce que c'est pas dangereux quand même de jouer avec ça? Ça donne pas des fausses idées derrière, les gens vont pas prendre ça pour argent comptant?
Alors d'abord, je pense que les turpitudes de la vie politique, c'est vraiment l'histoire de la modernité politique. En fait, depuis, je sais pas, le début des années 80, les affaires, le financement des partis. À partir du moment où la politique est devenue davantage un métier, et ben comme dans tout plein d'autres métiers, on a vu les turpitudes. Voilà, je pense que ça, au contraire, les citoyens et les spectateurs, les citoyens spectateurs en sont complètement informés justement dans le régime médiatique de l'information, etc. Ce que la série vient apporter, c'est justement, et j'aime bien l'idée de la saison 3 de Baron Noir, c'est-à-dire c'est une dimension, une couche d'humanité, c'est une couche de valeurs, c'est une couche j'allais dire presque de dévotion à la cause, et qui permet au contraire, à mon sens, de restaurer une forme de confiance dans les hommes et femmes politiques, dans l'action politique, parce que justement, on donne ce fond d'humanité, on le décrit, on essaye d'expliquer, de faire comprendre. Et ça, je crois que c'est essentiel, parce qu'au fond, moi, je défends l'idée selon laquelle les séries politiques, en fait, effectivement, elles participent de la restauration d'une confiance en l'action politique, pas en donnant que des bons exemples d'hommes et de femmes politiques, mais en donnant justement des clés de compréhension de ce que c'est que l'action politique. Je prends un tout petit exemple. On parlait à la Maison-Blanche tout à l'heure. C'est une série qui est célèbre pour un effet de mise en scène qui s'appelle les walk and talk, c'est-à-dire ces grands plans séquences dans les couloirs où des conseillers entre eux vont parler avec le président, avec un ministre, avec un lobbyiste, etc. Et rien que ça, c'est une pédagogie, en fait, de comment se fabrique la décision politique. Elle se fabrique dans une démocratie en parlant. Voilà. Le cœur de notre démocratie, aujourd'hui, s'appelle le Parlement. C'est l'endroit où on parle. Voilà. Et donc, rien que cette pédagogie de la conversation politique, alors qu'on se rend bien compte que c'est compliqué de parler politique, comme tu disais tout à l'heure, en famille, au bistrot, au travail, dans la réalité qui est la nôtre, un peu tendue. Je ne parle même pas des réseaux sociaux où ça se clash en 2 secondes. Alors que là, recréer un espace de dialogue, ça participe de cette pédagogie qui permet, à mon sens, de restaurer une forme de confiance dans l'action politique. Tu évoquais effectivement le fait que la politique nous touche tous, ça nous concerne tous, on en parle tous. C'est un exemple qu'on a pu avoir récemment dans La Fièvre aussi. Le fait que c'est une série politique où il n'y a pas d'homme politique, et pourtant, c'est peut-être l'une des meilleures incarnations. Alors après, c'est une série qui a beaucoup de défauts, qui a pu être très critiquée par certains endroits, mais qui nous a donné des clés de compréhension. Typiquement, la fenêtre d'Overton, des choses comme ça, ce sont des choses très politiques dont on parle aujourd'hui tous les jours. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un président, un ministre, un secrétaire d'État ou je ne sais quoi pour faire une bonne série politique. Non, c'est ça. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans La Fièvre, c'est que c'est la politique vue du côté des communicants, et des réseaux sociaux, et des gens qui sortent du cadre pur de la politique, puisqu'on a un personnage, celui de Marie Kinski, une sorte à moitié d'actrice, d'humoriste d'extrême droite, qui excite un peu les populismes. Et aujourd'hui, dans la réalité, on voit des gens qui sortent des boîtes de la politique. Macron, d'un certain côté, a été un peu ça. Il n'avait pas suivi la trajectoire qu'on attendait. Dans la saison 3 de Baron Noir, déjà, Éric Benzekri, qui a aussi fait La Fièvre, il imaginait une sorte un peu de gilet jaune qui se lançait dans la politique. Et c'est ça qui est intéressant dans cette série, c'est de montrer finalement aujourd'hui un peu les excroissances de la politique, le fait que c'est protéiforme, et ce qui fait aussi qu'on est parfois un peu perdu, la classe politique y compris, on le voit bien en ce moment, où c'est un peu le bazar. Et le bazar à tel point que parfois on se dit c'est quoi la réalité, c'est quoi la fiction dans une série. Finalement, La Fièvre, quand on l'a regardé il y a 3 mois, on se dit quand même ils exagèrent, c'est quand même un peu poussé sur un peu loin. Puis là, 3 mois plus tard, on se dit bon, au point où on en est, est-ce que finalement ils étaient allés aussi loin? Jusqu'où on peut brouiller la frontière entre réalité et fiction dans une série politique? Alors déjà, moi, je vais faire le philosophe 2 secondes, mais déjà, je pense que il faut revoir un peu les catégories entre brouiller la réalité et la fiction. C'est-à-dire que je pense que très souvent, et on en fait tous l'expérience dans nos vies, en fait, de façon très très quotidienne, la fiction n'est pas strictement opposée au réel. La fiction, parfois, vient compléter le réel. La fiction permet parfois de comprendre ce qui se passe dans le réel. La fiction permet aussi d'apprendre à vivre aussi dans le réel. Les expériences de pensée, les projections, les exercices, etc. C'est comme ça que les enfants commencent à grandir. Hein. On dirait que je suis, je sais pas, le méchant, et que toi tu serais, tu seras le gentil. Donc la fiction, c'est vraiment une ressource. Moi, comme ça que je la pense. Je prends un exemple très simple d'une série qui justement redistribue les catégories réalité et fiction. C'est la série ukrainienne, Serviteur du peuple. Donc la série qui a permis à Volodymyr Zelensky
en fait, de rencontrer sa vocation politique. C'est une série, donc, une sorte de sitcom politique qui prend au fur et à mesure de l'ampleur dans ces 3 saisons. Mais l'histoire est très simple. C'est l'histoire d'un prof d'histoire géo qui, par défi, se présente aux élections présidentielles en Ukraine, est élu et essaye donc de changer les choses, etc. Et cette série est portée par Volodymyr Zelensky quand il est acteur, producteur de télévision. Et c'est la série qui fait qu'il va créer un parti qui s'appelle Serviteur du Peuple et qu'il va être élu donc, en 2019 et qu'il est aujourd'hui à la place qu'il occupe. Et avec ce sentiment très trouble d'avoir l'impression que ce qui se passe en Ukraine depuis l'agression russe, c'est en fait la continuation de cette série, puisqu'on n'a jamais vu autant Zelensky en scène, avec même son téléphone dans ses bunkers, à prendre la parole partout dans le monde, en visio, etc. Et donc, en fait, moi, ce que je trouve formidable, et j'ai un peu travaillé sur cette série Serviteur du Peuple pour bien comprendre comment ça fonctionnait, ce que je trouve formidable, c'est qu'on a l'exemple là d'une fiction qui a permis en fait, de projeter en fait, la réalité politique de l'Ukraine dans un scénario qui n'était pas envisageable avec les hommes politiques de l'époque, qui globalement, pour le dire très très vite, étaient gangrénés par la corruption et par les oligarques. Et en fait, cette fiction a permis au peuple ukrainien d'aller chercher en fait, une nouvelle figure, un nouveau scénario politique. Et voilà, on va voir ce que ça donne encore. Mais ce qu'on peut dire jusqu'à présent, c'est que Zelensky a plutôt permis d'incarner une forme de renouveau démocratique et même sous pression, en danger pour l'Ukraine. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment les séries aussi font bouger les lignes. Pardon, je pense à une autre série, un tout petit exemple, mais dont on n'a pas parlé, c'est la série qui s'appelle Les Sauvages, série française, diffusée par Canal+, où on nous proposait la possibilité qu'en France soit élu un président issu de l'immigration maghrébine, joué par Roch Dizem. Ouais. Et là aussi, tout d'un coup, le réel s'élargit grâce à cette hypothèse de fiction. Je voulais qu'on dise un mot aussi d'une série qui ne rentre pas forcément dans le cadre de tout ce qu'on a parlé depuis le début, qui est l'exact opposé peut-être du cynisme qui prévaut dans beaucoup de séries, c'est Parlement, qui est donc série humoristique sur les coulisses du Parlement européen, qui est diffusée sur France TV / de mémoire, qui elle redonne une foi incroyable en la politique finalement, en se moquant gentiment de ces bureaucrates, technocrates, lobbyistes, etc., ou députés européens qui n'y comprennent rien ou à l'article 14 du règlement L, machin. Moi, je sais pas, je l'ai regardé, je me suis dit, mais le Parlement européen, c'est incroyable. Je sais pas, j'ai retrouvé foi en l'Europe quelque part, en me moquant de l'Europe. Je pense que au départ, ça s'est même montré, en fait, se moquer du fait que nous ne comprenons rien. Nous, pas élus au Parlement européen, ne comprenons rien à ce qui se passe, que tout a l'air très, très compliqué. En réalité, ce qui est intéressant avec cette série, c'est qu'on rit beaucoup, mais on apprend aussi. On ne comprend pas à la fin, toujours comment ça marche exactement. Mais on apprend quelque chose qui, pour nous, Français, est, je pense, assez abstrait, c'est l'art du consensus en politique. Et comment vous êtes obligé, en fait, de composer avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Ça n'est pas du tout dans notre culture. Et pour moi, c'est le grand mérite de cette série. Au-delà, effectivement, de sexifier un peu ce Parlement européen dont vraiment personne n'avait rien à faire avant, il y a ce côté où on nous apprend à faire de la politique autrement. Et Thibaut parlait d'élargir la possibilité du réel. Je rêve finalement que peut-être ça nous permette d'élargir un petit peu la possibilité, les possibilités de faire de la politique à la française. Un mot aussi sur les extrêmes, puisque c'est quand même un des sujets principaux de l'actualité politique en France. Comment sont représentés les extrêmes dans les séries ? Moi, quand j'ai préparé l'émission, j'avais la série Years and Years britannique que j'adore en tête, avec justement cette improbabilité de l'extrême qui devient finalement très acceptée et qui a un impact très concret sur la vie des gens sans que les gens s'en rendent compte ou alors s'en moquent, ou cette distanciation. Est-ce que les extrêmes, c'est un vrai sujet de série politique, Thibaut ? Oui, c'est très présent dans les séries politiques. Et on parlait de Baron Noir aussi. Il y a aussi une représentation assez forte de l'extrême droite française dans Baron Noir. Et ce qui est intéressant, c'est que ça traverse aussi d'autres séries. Je pense par exemple à la saison 6 d'Homeland, série sur l'espionnage géopolitique, le terrorisme, les menaces, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette saison 6, par exemple, la menace devient intérieure, c'est l'extrême droite américaine. Et il y a un personnage absolument à la fois fascinant, terrifiant de radicalité, et en même temps
qui est connecté à une certaine réalité de son pays, qui est une sorte de blogueur, podcasteur d'extrême droite ultra conservateur pour une Amérique blanche, évidemment contre tout ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme, etc. Et en fait, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que, j'ai pas fait le calcul précis, mais son temps de présence dans les épisodes et son temps de parole est presque aussi important que le temps de Saul Berenson ou de Carrie Mathison, qui sont pourtant censés être les personnages principaux de la série. Et ce que je trouve donc très intéressant, c'est que ça donne la possibilité, en fait, d'avoir des séries qui font exister la discussion, la conversation entre des personnages que tout oppose, et qui surtout, dans la réalité sociale de nos pays, n'auraient sans doute pas l'occasion de converser de façon aussi structurée, et en tout cas de façon aussi pédagogique pour le spectateur. Et ça permet donc d'avoir des séries qui, sans défendre exactement une position, c'est-à-dire pas faire des séries à message, mais des séries qui organisent la conversation démocratique. Un très bon exemple. Le temps nous est compté, on a beaucoup de choses à se dire encore. Juste pour terminer ce débat, en un mot, un argument, c'est quoi pour vous la meilleure série politique, celle qui représente pour vous le mieux ce que c'est qu'une série politique? Thibaut. Alors, moi, j'aurais envie de dire, voilà, c'est un peu la mère des séries politiques contemporaines. Pour moi, c'est À la Maison Blanche. Voilà, c'est une série. Donc, c'est très long, il y a beaucoup d'épisodes, c'est parfois un peu touffu, mais c'est bien écrit quand même. Hein. Donc, chaque épisode, il y a une arche principale, on peut suivre un épisode, etc. Et pourquoi est-ce que c'est un peu moi j'y reviendrai comme une forme de classique, parce que j'ai écrit dans un papier que c'était une série pornographique sur la politique. Pourquoi ? Parce que en fait on nous montre tout, entre guillemets. Okay. Voilà. Et en fait je crois que voilà, c'est une série vraiment fascinante pour ça, c'est nous faire entrer vraiment dans les coulisses, ce que j'appelle la délibération politique, avec ces longues séances de discussion. C'est une série où ça ne fait que parler, et c'est dans la discussion, dans la négociation, etc., que se construit la décision politique, et ça, c'est assez merveilleux à voir. Margot, on change de pays. Voilà, et je vais citer la fille de À la Maison Blanche, c'est Borgen. Les créateurs ont vraiment dit qu'ils s'en étaient inspirés, et moi je la trouve intéressante déjà parce que effectivement on change quand même de cadre. C'est le fait que ça se passe au Danemark montre un autre système politique qui est à la fois très danois et en même temps c'est très très universel. Et évidemment, ce qui fait la caractéristique de Borgen, c'est son personnage principal, c'est le fait que ce soit une femme, c'est le fait que ça renverse beaucoup de questions sur le pouvoir, l'articulation entre le pouvoir et continuer d'être soi, qui est une grande question des séries politiques, et continuer de prendre soin de soi, des autres, qui est une autre grande question, et qui se pose différemment quand on est une femme. Et ça, la série ne l'édulcore pas du tout, et c'est ce que je trouve très intéressant. Et en plus, vous aurez envie d'apprendre le danois après avoir regardé Borgen. Presque une belle langue quand on regarde la série. Voilà, déjà 2 recos pour comprendre le monde politique via les séries. Mais ne bougez pas, on a 2 autres séries à vous conseiller qui n'ont rien à voir avec la politique. Et donc, ce sont nos séries de la semaine. Et je vais commencer avec la tienne. Margot, tu nous recommandes Such Brave Girls, c'est ça, une série qui débute au moment où on enregistre, le jour où on enregistre, le 3 juillet, sur Canal+. Voilà, c'est donc une sitcom britannique produite par la BBC et écrite par Kat Sadler, qui est une humoriste un peu montante de la scène britannique. Et en fait, c'est l'histoire donc d'une famille monoparentale désastreuse. La mère s'appelle Deb, elle ne donne que des conseils horribles à ses filles, notamment surtout ne faites pas de thérapie, ne pensez pas trop à ce que vous ressentez car c'est dangereux. Et ces 2 filles, ce sont donc Josie, qui est interprétée par Kat Sadler elle-même, et Billy, qui sont toutes les 2 mentalement assez instables. Josie parce qu'elle l'a toujours été, on comprend qu'elle a fait un séjour en HP et qu'elle en est sortie. Mais comme sa mère lui interdit la thérapie, forcément, c'est plus dur. Et Billy, sa sœur, qui, elle, vit une rupture difficile, est complètement obsédée par son ex. Et donc, Deb s'est fait quitter par son mari il y a plusieurs années. Il l'a laissée seule avec ses 2 filles et avec des dettes. Et elle vient de rencontrer un nouveau compagnon qui n'est pas incroyable, mais qui a une très, très grande maison et donc de l'argent. Et
Donc c'est une sitcom britannique avec vraiment pour moi le summum de l'humour british. Ça va très très vite, c'est extrêmement trash, notamment sur les sujets du sexe, de la santé mentale, des sacrifices qu'on fait pour avoir un minimum de confort matériel, sur la parentalité aussi évidemment. Moi j'ai beaucoup ri. Sous le vernis de la vanne, il y a quand même évidemment Du déjà fond. une expérience personnelle. Kat Sadler, elle l'a jamais caché. Ensuite, elle joue donc le rôle de Josie et Billy est joué par Lizzie Davidson, qui est sa sœur aussi dans la vraie vie. Donc c'est une histoire vraie et voilà, ça parle en fait finalement du sujet encore assez universel de comment arriver à être au monde tout en étant très très drôle. Donc je vous la conseille vivement, Such Brave Such Girls. Brave Girls, c'est donc à voir en France sur Canal+. C'est ça, 6 épisodes de 30 minutes, ça se dévore très rapidement. Allez, c'est parfait. On va regarder ça pour se détendre. Ça nous fera du bien, je pense, dans la Exactement. période actuelle. Thibaut, toi, tu profites de l'arrivée en France de la plateforme Max, qui s'est lancée il y a quelques semaines chez nous, pour nous pousser à découvrir ou revoir une des séries les plus acclamées, peut-être, ou en tout cas les mieux accueillies par la critique. C'est dans les années 2010, c'est The Leftovers. Oui, alors on pouvait voir déjà The Leftovers en fonction si on avait réussi à naviguer dans la jungle des abonnements Oui, de plateformes pour récupérer le catalogue HBO. Bon, voilà. Donc c'est une série donc diffusée, produite par HBO. Alors on change complètement d'univers. The Leftovers, moi, j'aime bien parler de certaines séries comme des classiques. Je trouve qu'il est temps maintenant de parler de certaines séries importantes comme des classiques, comme il y a des classiques du cinéma ou des classiques de la littérature. Parce qu'après tout, voilà, on a une culture série qui se construit et il faut l'assumer. Et The Leftovers, ça fait partie, je crois, de ces séries classiques. C'est créé par Damon Lindelof et Tom Perrotta. Damon Lindelof, c'est un nom qui doit résonner pour les fans de séries, puisque c'est un des créateurs de Lost et c'est surtout celui qui a conduit Lost jusqu'à son terme. Et on va y retrouver un petit peu de cette ambiance mystique et mystérieuse qu'il y avait dans Lost. Le pitch de départ est très simple et après, c'est plus du tout possible de raconter cette série tellement c'est étrange. Au départ, on est le 14 octobre et 2% de la population mondiale disparaît. Sans aucune explication. On ne sait pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts, s'ils ont été kidnappés. C'est un mystère scientifique, mais c'est d'abord et avant tout un grand mystère métaphysique. Et à partir de là, en fait, la question est de savoir comment est-ce que l'on continue de vivre face à un événement qui est profondément incompréhensible. Et évidemment, on ne va pouvoir continuer de vivre que si on ne cherche pas trop à comprendre. Voilà. Et à partir de là, c'est donc un pitch un peu existentiel, un peu métaphysique. À partir de là, on a une bordée d'acteurs absolument formidable. Justin Theroux, notamment, dans le rôle de Kevin Garvey. Nora Dust aussi, c'est son nom de personnage, son nom de... Carrie Coon. Carrie Coon, voilà. Excellente Et actrice. absolument incroyable aussi. Et donc voilà, on a 3 saisons. Avec une mise en scène dingue. Si vous avez aimé David Lynch aussi, vous y retrouverez des éléments comme ça. Et qui vraiment touche très profondément ce que c'est que exister, continuer à exister, continuer de faire famille. Voilà. Je vous invite vraiment à voir cette série ou à la en revoir. t'entendant, je comprends pourquoi cette série a séduit un prof de philo. C'est ça, je dois le dire, ouais. Ça y est, j'ai fait le lien dans ma Voilà. tête. Wittgenstein est cité dans la série, donc forcément, voilà. Musique de Max Richter est incroyable. Ça s'appelle donc The Leftovers, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. J'en fais partie, j'avoue que c'est un des trous dans ma sériphilie, peut-être le mot, je sais pas. Tout à fait. Oui, sériphilie. Eh bien, je rattraperai ça cet été, tranquillement. Merci à vous deux d'avoir été là pour parler politique et séries et pour vos recos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.